Salut toi! Bonne décision de prendre le temps de comprendre l'intelligence artificielle, puis je promets de faire mon possible pour rendre le tout facile à digérer et à comprendre, puisque c'est le but, que tout le monde puisse comprendre. Je me présente, mon nom est Sylvie Bédard. Si tu me connais pas, ça va faire 18 ans dans quelques semaines que j'écris un blog qui s'appelle Complice de votre présence, qui parle de tout ce qui touche le numérique et la société. Et évidemment, depuis que l'intelligence artificielle est rentrée dans nos vies, j'ai écrit un livre qui est paru en juin 2023 qui s'appelle Souveraineté numérique au-delà du réel et du virtuel. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, on va commencer par des explications de concepts, parce que l'intelligence artificielle, il y a beaucoup de choses là-dedans, puis il y a beaucoup de termes qu'on entend ici et là. Et l'idée, c'est vraiment d'essayer de démêler tout ça pour comprendre. Je vais essayer de vous donner le plus possible d'analogies, des exemples, et faire en sorte qu'après cette petite présentation, que vous puissiez en discuter avec vos amis ou avec d'autres personnes, ou du moins participer aux conversations sans vous sentir complètement dépassé. Donc, qu'est-ce que l'intelligence artificielle? En fait, l'intelligence artificielle, c'est vraiment la capacité d'une machine à apprendre, à raisonner ou à agir d'une manière qui ressemble à celle d'un humain. On parle bien d'une machine ici, là, avec des pièces dedans, là, et branchées sur un système Internet ou sur l'électricité. Donc, elle permet à un ordinateur d'analyser, de comprendre et parfois même de créer sans qu'on lui dise exactement quoi faire, mais en apprenant à partir d'exemples. C'est là que ça devient très intéressant. Donc, comment ça fonctionne, l'intelligence artificielle? En fait, il y a trois piliers fondamentaux qui tentent d'imiter nos capacités cognitives. Ça veut dire nos capacités d'apprentissage. Donc, on va découvrir ce processus-là qui transforme des données en intelligence. On est dans ce processus-là. On prend des données, on essaie de transformer ça en quelque chose de signifiant et de significatif. Donc, elle commence par observer. Donc, on va collecter des données. On va voir plus loin où elle s'abreuve et comment ça fonctionne. Donc, elle apprend aussi. Donc, elle détecte des motifs, des tendances, des régularités dans les données. Elle construit une mémoire. Elle structure tout ça pour reconnaître des situations similaires. Donc, elle nous permet de faire ce que nous, on fait comme humains d'une façon beaucoup plus lente qu'elle peut le faire. Elle agit, donc elle peut prendre des décisions, elle génère des prédictions ou elle crée du contenu. Elle mobilise tous ses apprentissages comme notre cerveau résout les problèmes. L'idée, c'est qu'elle le fait pas mal plus vite. On va voir tout ça tantôt. Donc, si on veut prendre une analogie, c'est comme un enfant qu'on éduque, on lui montre des exemples jusqu'à ce qu'il comprenne par lui-même. Donc, on montre un enfant à reconnaître un chat et après en avoir vu plusieurs, l'IA fait la même affaire, elle va s'améliorer avec l'expérience. Plus elle va rencontrer d'exemples, puis plus elle va devenir précise et capable de généraliser ses connaissances à des situations nouvelles. Donc, elle n'est pas différente d'un humain par rapport à son apprentissage. Donc, on entend beaucoup parler de l'intelligence artificielle générative qu'on appelle l'IAG. Et ça, c'est un autre niveau. On va voir tous les niveaux tantôt, mais c'est une révolution technologique qui transforme vraiment notre façon de créer et d'innover et surtout de réfléchir au futur que nous souhaitons comme humains. Donc, qu'est-ce que c'est concrètement l'intelligence générative? C'est une forme d'IA qui est capable de créer du contenu nouveau et original, du texte, des images, du son, du code, de la vidéo, à partir de ce qu'elle a appris dans ses données d'entraînement. La différence clé avec les IA classiques, là, de l'intelligence artificielle de base, qui se limite, elle, à reconnaître normalement ou à classifier des données, ben, une IA générative, elle produit activement quelque chose de neuf. Elle imite nos structures du langage, de la musique ou de l'image qu'elle a observées, puis elle crée elle-même des contenus qui, entre guillemets, je voudrais dire inédits, parce que oui, c'est vrai qu'elle crée quelque chose qu'on n'a pas vu avant, mais vous allez voir que dans le traitement des données plus tard, dans la présentation, je vais vous expliquer ces nuances. Mais ça reste cohérent.
est présentable. Donc, l'analogie simple ici, c'est comme si un apprenti écrivain ou un compositeur numérique qui aurait lu des milliers de livres ou écouté des milliers de morceaux et qui apprend progressivement à créer de nouvelles œuvres dans le même style. Et c'est bien important, le même style. Donc, des exemples concrets d'IA générative, d'IAG, il y a évidemment celui qu'on entend parler depuis le début, ChatGPT, un peu comme Microsoft au début quand tous les outils de bureautique ont sorti ou des ordinateurs aussi, là, on avait du Windows, etc. Donc, le ChatGPT est devenu un peu le frigidaire des réfrigérateurs ou le Kodak des appareils photo. Donc, le ChatGPT, c'est une IAG qui génère des textes sophistiqués, qui répond aux questions, qui produit des idées créatives à partir de simples instructions et qui est beaucoup utilisé comme moteur de recherche par les personnes qui prennent de plus en plus de raccourcis. J'ai pas inclus ça dans ma présentation, mais sachez que ChatGPT sort un moteur de recherche à la Google, donc ça va s'appeler Atlas. Perplexity a sorti son propre moteur de recherche également. Alors, on s'enligne là, vers, même Claude aussi a annoncé quelque chose, on s'enligne vers des moteurs de recherche qui vont 100% alimentés par des IAG. Donc, c'est un peu la raison pour laquelle vous voyez de plus en plus dans Google l'inclusion de l'intelligence artificielle parce que l'avenir du moteur de recherche de Google était grandement menacé. Donc, dans les IAG, on en a qui sont spécialisés dans la création d'images artistiques, des photos très réalistes à partir d'une simple description textuelle, ce qu'on appelle du text to image ou du text to vidéo. Donc, DALL-E, Midjourney, puis il y en a beaucoup, beaucoup, là, à tous les jours, vous vous faites proposer sûrement dans vos fils des publicités pour installer des applications sur votre téléphone. Il y a Suno, Udio, qui sont des compositeurs de chansons complètes avec des paroles, des mélodies dans des différents styles musicaux. Et franchement, pour l'avoir essayé à plusieurs reprises, la mâchoire peut vous tomber à terre, tellement c'est incroyable. Et tout ça se fait à des vitesses hallucinantes, là, hein. Je veux dire, on n'est pas en train de faire une demande puis d'attendre que ça sorte le lendemain, là. Ça sort dans des secondes, minutes au maximum. Et Copilote, Gemini, Claude, ça, c'est ben, en fait, pour Copilote, c'est pas tout à fait ça, mais Gemini puis Claude, c'est des compétiteurs de ChatGPT. Il y a Perplexity, il y a Mistral, il y en a plein d'autres, mais en fait, tout ça, eux, permettent aussi non seulement de faire des textes sophistiqués, mais ils écrivent du code informatique, ils génèrent des rapports techniques, puis ils assistent les développeurs. D'ailleurs, si vous travaillez avec la suite de Google pour Google Sheet et compagnie, Gemini est extrêmement intégré avec tous ces outils-là, puisque c'est la bébite de Google, là. Donc, vous avez sûrement déjà aussi entendu parler des LLM. Donc, qu'est-ce que c'est les LLM? Je ne le dis pas souvent, je le lis beaucoup, mais je ne le dis pas souvent. Ça veut dire Large Language Model. Donc, des grands modèles de langage qui sont un type particulier d'intelligence artificielle générative qui apprend à comprendre et à produire du texte naturel. Donc, dans le fond, ces modèles-là sont entraînés sur d'immenses volumes de texte qui proviennent de sources variées, des livres, des sites web, des forums, des documents scientifiques, etc., etc. Et ils comprennent le sens profond des mots et leurs nuances, les règles de grammaire et de syntaxe, les relations complexes entre les idées, le ton, le style et l'intention derrière une phrase. Ils font aussi de la traduction, ils parlent de presque toutes les langues qu'il y a sur la planète maintenant. Donc, une analogie simple, encore une fois, ici, c'est un peu comme un cerveau hyper lecteur qui aurait lu toute une bibliothèque mondiale et qui apprend à deviner le mot ou la phrase suivante dans une conversation qui est cohérente. Donc, euh, ça règle le problème de la tour de Babel, si on peut dire, parce que dans le fond, ça permet de donner le langage aux intelligences artificielles génératives. Vous allez comprendre après pourquoi je dis ça. Donc, comment est-ce qu'on peut comparer les M versus les IAG? C'est les briques et l'édifice. Donc, dans le fond, un cerveau linguistique qui est spécialisé, comme les LLM, dans la compréhension, la génération de texte, ça va imiter le langage humain et ça va raisonner localement à travers le texte.
Ça va pas aller chercher du contexte nécessairement, mais ça va se concentrer à partir du texte. Donc, ça n'a pas de conscience, ça n'a pas de mémoire stable entre les sessions, ni de compréhension réelle et profonde du monde physique. Dans le fond, c'est un gros neurone géant de la pensée collective humaine. Il parle bien, mais il ne sait même pas encore qu'il parle. Donc, c'est le morceau, finalement, du langage qui sert dans les IAG. Donc, si on veut comparer ça à un corps humain, on pourrait imaginer une architecture de connaissances ou cognitive complète qui intègre tous les aspects de l'intelligence. Donc, si on prend le cerveau du langage, donc on vient de donner à l'intelligence une voix, un langage. Il sait parler. Hein? C'est un peu ça l'idée. Après ça, là, ce qu'on est en train d'essayer de faire avec un paquet d'outils, que ce soit la vidéo ou le son ou quoi que ce soit, on ajoute les sens. On veut qu'ils voient, qu'ils entendent pour pouvoir mieux analyser leur environnement. Après ça, on leur donne de la mémoire. Parce que si on veut que l'intelligence artificielle puisse nous aider à des tâches complexes, il faut qu'elle se rappelle de la tâche qu'elle a faite avant. Hein? On se comprend? Donc, on a besoin de la mémoire. Donc, on est en train de bâtir un humain, là, hein? Le langage, les sens, la mémoire. Et puis l'IAG, dans le fond, c'est tout cet ensemble cohérent qui comprend, qui décide et qui agit de manière autonome. On va voir plus tard un peu le lien aussi avec la conscience. Donc, si les LLM font parler la machine, l'IAG, elle, elle permettrait de comprendre ce qu'elle dit et pourquoi elle le dit. Donc, les LLM sont à l'IAG, ce que le langage est à la pensée. C'est indispensable, mais pas encore suffisant. Donc, une réflexion inspirante, c'est celui de penser que l'intelligence artificielle, c'est vraiment le reflet numérique de notre propre intelligence. Elle apprend comme nous, elle se trompe comme nous, puis elle nous pousse à nous redéfinir, de redéfinir en fait ce que signifie penser. Donc, l'IA, ça démultiplie la pensée, c'est un démultiplicateur de pensée. Et si l'humain a créé la machine à vapeur pour démultiplier sa force, ben, l'intelligence artificielle, elle, contribue à augmenter sa pensée, à la démultiplier et à des niveaux qui défient de plus en plus notre compréhension humaine, je dirais. Donc, l'IA, c'est la capacité donnée à une machine d'apprendre à partir de données pour simuler, parfois même surpasser, et souvent, certaines formes d'intelligence humaine. Donc, la double ascension de l'IA, parce qu'il faut bien comprendre, il y a deux niveaux là-dedans. Il y a l'évolution de l'intelligence artificielle qui est pas linéaire, mais qui est multidimensionnelle. Puis chaque gain en autonomie décisionnelle s'appuie sur une couche encore plus profonde de capacité cognitive, donc de ses connaissances. Fait que cette matrice, dans le fond, ça se révèle comme comment l'autonomie et l'intelligence se renforcent mutuellement. Donc, il y a une coévolution entre l'autonomie, à proprement dit, de l'intelligence artificielle et l'intelligence pure qu'on essaie d'imiter comme humain. En fait, la machine essaie d'imiter l'intelligence humaine. Donc, ça aussi, cette intelligence-là progresse de concert, puis se renforce mutuellement. Donc, ça fait que chaque niveau intègre et dépasse les niveaux précédents. On est tout le temps de plus en plus étonné, même apeuré. Là, ça, c'est une autre chose qu'on va discuter un peu plus tard. Donc, la phase initiale de toute forme d'intelligence artificielle, c'est une IA assistée et qui calcule, comme Siri, par exemple, qui est 100% sous le contrôle humain, puis qui n'est pas toujours nécessairement non plus très sur, disons, fait beaucoup d'erreurs, puis elle comprend pas toujours, on va se le dire. La phase intermédiaire, c'est l'IA orchestrée et cognitive. On va tous voir tout ça en détail tantôt. Donc, des systèmes comme ChatGPT, CAT ou la compréhension contextuelle, la coordination avancée. Puis l'horizon futur, là où ce que la plupart des dangers se situent, c'est l'IA autonome et consciente. Donc, cette super intelligence qui émerge et qui prend des décisions par elle-même. C'est vraiment une réflexion existentielle. On va aussi aborder ça un peu plus tard. Donc, on va parler justement de l'évolution de la nature de l'intelligence que l'intelligence artificielle suit en ce moment. Donc, au début,
ça fait longtemps que ça existe, l'intelligence artificielle, là. C'est pas parce qu'on n'en parlait pas que c'était pas là, là. Les algorithmes dans nos fils de Facebook et compagnie, dans le GPS, les calculs de Siri, justement, de tout ça, ben ça, c'est des IA qui calculent. Donc, ils exécutent des instructions préprogrammées sans capacité d'apprentissage autonome. Elles ont été programmées pour ça. Il y a l'IA perceptive qui, elle, est capable d'analyser son environnement puis qui reconnaît des motifs complexes dans les données. Et la robotique inclut évidemment beaucoup la capacité de reconnaître son environnement physique aussi, là, les voitures autonomes. On a l'IA cognitive. Elle, elle comprend le contexte, puis elle apprend de l'expérience et elle adapte ses comportements. Donc, c'est vraiment un autre niveau d'intelligence. Là. On progresse beaucoup. On est rendu avec l'IA généralisée, l'IAG, qui résonne à travers multiples domaines avec une adaptabilité qui se compare à l'humain. Je dis bien qu'il se compare. On va encore voir un peu plus tard les nuances dans tout ça. Et le dernier niveau de cette nature d'intelligence, c'est qu'elle cherche la singularité, c'est-à-dire le moment où on ne pourra plus jamais faire la distinction entre ce qui est une intelligence artificielle versus une intelligence humaine. Ça va être une IA qui est consciente d'elle-même, qui va être capable de prendre des décisions, euh, qui va peut-être même à la limite menacer l'existence de l'être humain. C'est un sujet un petit peu à- sur c'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre, disons ça comme ça pour l'instant. Donc, on part de la machine à calculer à la machine qui se questionne. C'est ça la nature de l'évolution de l'intelligence artificielle. Donc, c'est très fascinant, bien que préoccupant à bien des égards. Donc, je vais vous parler ensuite de l'évolution, des 5 niveaux d'évolution de l'IA en fonction de l'autonomie. Donc, on parle d'IA assistée. Tantôt, c'est une autonomie de 0%. C'est juste là pour soutenir l'humain, puis ça n'a aucune autonomie. L'IA augmentée, qui est un copilote cognitif. On va voir tout ça en détail tantôt, tous ces niveaux-là, mais c'est important de les comprendre. Si on veut comprendre l'intelligence artificielle, dans toute sa subtilité puis ses niveaux. Je pense que ça, c'est une image qui vaut 1000 mots, là. Donc, on a l'IA augmentée qui a une autonomie d'à peu près 25%, qui est là pour accompagner l'humain. L'IA automatisée qui exécute des routines, qui a une autonomie d'à peu près 50%. Il y a l'IA orchestrée qui, elle, collabore entre IA, qui a une autonomie de 75%, puis l'IA agentique que vous allez entendre de plus en plus parler, qui apprend, qui agit seul. Donc, c'est une autonomie de 100%. On va regarder ça plus en détail. Donc, on parle ici d'une évolution non seulement en puissance, comme je l'expliquais un peu plus tôt, mais c'est une autonomie une autonomie qui monte en puissance, mais fonctionnelle. Ça fonctionne. Donc, on arrive à un niveau d'inquiétude peut-être pour plusieurs, mais je vais tout relativiser ça dans pas très long pour que vous compreniez mieux les enjeux aussi. Donc, le niveau 1, c'est l'IA assisté, le copilote que je parlais tantôt. Donc, c'est l'humain qui reste maître, l'IA à propos. C'est tout. Donc, c'est des outils d'aide ponctuels qu'on utilise depuis très longtemps en passant, là, hein. Le GPS, les chatbots, les moteurs de recherche, les textes prédictifs, quand on est en train de taper un mot sur notre téléphone, puis il nous suggère des mots, ou qui des fois finit nos recherches dans Google, etc., etc. Ça fait très, très, très longtemps que ça existe, là, l'IA assistée. Donc, on est dans une automatisation très basique qui nous permet d'être un petit peu plus efficace individuellement. Donc, on réduit des erreurs simples. C'est d'ailleurs comme ça que beaucoup de gens peuvent s'en sortir sans savoir écrire parce que la machine le fait pour eux autres. Donc, l'IA assisté, c'est comme Google Maps. Il guide votre destination, il propose des itinéraires alternatifs, mais c'est vous qui tenez le volant et qui choisissez le chemin. Ça, c'est le niveau 1, le copilote. Le niveau 2, c'est l'IA augmentée. C'est le partenaire de performance. C'est l'humain et l'IA qui collaborent en temps réel. Donc, c'est un copilote cognitif. À ne pas confondre avec copilote de Microsoft, là. C'est vraiment pour expliquer qu'il est à côté de nous. C'est un copilote.
Donc, il propose, il suggère et il co-crée. Donc, on a toutes les IAG dans cette catégorie-là, les ChatGPT, les Gemini, le Copilot, Fireflies pour ceux qui font des réunions avec des résumés de réunions. Il fait de la rédaction, il fait de l'analyse. Donc, son impact, c'est clairement une augmentation de la performance humaine. On gagne un temps précieux dans nos tâches complexes. Et c'est pas une tâche, là, je vais rajouter l'accent grave. Donc, l'IA augmentée, c'est un stagiaire qui est génial, mais il ne remplace pas, il fait juste amplifier l'être humain. Le niveau 3, l'IA automatisée. Donc, là, on arrive à une autre étape, là. Et c'est cette étape-là, d'ailleurs, que je suis en train de peaufiner, d'expérimenter, là, parce que c'est un des endroits où on gagne énormément de temps en tant qu'entreprise. Donc, finalement, dans des outils de plus en plus démocratisés qui s'appellent Make, Zapier qui existe d'ailleurs depuis un bon bout de temps, N8N, les agents GPT. euh, En fait, ça permet un enchaînement d'actions qui automatise des tâches. Donc, l'input, c'est ce qui rentre. Par exemple, votre email, on lui dit quoi faire avec ce email-là, on va le mettre dans telle place, fais ceci, fais cela, et on lui demande un output, c'est-à-dire un résultat. Donc, c'est une délégation de tâches répétitives et la plupart des gains rapides à faire dans une entreprise se situent au niveau de l'IA automatisée. Les affaires simples, il y a un début, il y a une fin, il y a un milieu, facile à comprendre, il n'y a pas de, il y a pas trop de subtilité, puis c'est des processus extrêmement simples. Donc, c'est un peu comme une cafetière programmable. Dans le fond, on règle les préférences le soir, puis le matin, on se réveille, puis le café est prêt, sans qu'on ait eu besoin de faire quoi que ce soit. Mais on l'applique à des tâches dans l'entreprise. Donc, dans le fond, c'est une IA, c'est une tâche qu'on confie à l'IA complète, pas seulement juste un petit bout. Fait que là, on est rendu dans une séquence complète dans laquelle il n'y a pas d'intervention humaine, une fois que c'est programmé. Le niveau 4, là, l'IA orchestrée. Alors là, on parle de quelque chose de beaucoup plus complexe. Donc là, on parle de plusieurs IA qui vont coopérer ensemble comme une équipe. Donc au centre, on va avoir l'orchestration, si on veut, comme le chef d'orchestre. Il ne sait pas nécessairement jouer de la musique, mais il y a ses cuivres, ses percussions, il y a toute son équipe qui ont des tâches spécifiques à accomplir. Donc, on a des outils maintenant qui s'appellent Long Change. Tantôt, je parlais de Make, mais avec d'autres outils, on ajoute dans un niveau de complexité plusieurs tâches qui vont coopérer ensemble pour exécuter quelque chose qui va être un petit peu plus complexe qu'un processus linéaire. Donc, on est dans un niveau d'évolution que pas beaucoup d'entreprises ont atteint encore aujourd'hui. Ça, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Parce qu'une des conditions, vous allez voir pour le niveau 5, c'est la même chose. Une des conditions, c'est de bien que ces connaissances en entreprise soient bien numérisées, que ces processus soient clairs. Donc, si ça, c'est pas fait, ben, vous pourrez jamais avoir un niveau d'automatisation qui va fonctionner, là. Ça va être un vrai bordel. De toute façon, ce sera pas possible de le faire. Donc, on est, dans le fond, avec une équipe numérique rendue à ce stade-là. Donc, on est comme un chef d'orchestre, justement, qui joue pas d'un instrument, mais qui fait en sorte que la musique résonne bien dans nos oreilles. Et pour dire la vérité, c'est là qu'il y a beaucoup de mises à pied qui vont se faire. Parce que plus on automatise des choses répétitives que des humains faisaient, évidemment, moins on va avoir besoin d'humains dans l'équation. Bien qu'il faudra en garder quelques-uns pour contrôler l'intelligence artificielle. Le dernier niveau, c'est là qu'on arrive à l'agentique évolué. L'IA agentique, s'il n'y avait pas beaucoup d'entreprises qui sont au niveau orchestré, je peux vous dire qu'il y en a encore beaucoup moins au niveau de l'agentique. Dans toutes les entreprises qui ont été sondées en parlant d'automatisation,
sur l'ensemble des entreprises, puis on parle de grandes entreprises, il y en avait à peine 20 qui étaient rendus à ce niveau-là. Euh, Ça se fait pas généralement avec des outils clés en main disponibles sur les tablettes, si on peut dire. C'est de la programmation rendue là. On a une IA à qui on donne une mission, puis qui va savoir qu'est-ce qu'elle a dans son coffre à outils. Elle va avoir une mémoire, avoir un apprentissage continu, elle va planifier, elle va agir, elle va apprendre, puis elle va s'optimiser de manière autonome. Donc, il y a vraiment toute une séquence assez complexe qui doit être programmée et qui, ultimement, ici, va définitivement couper beaucoup d'emplois. Parce que une fois qu'on est rendu là, quand on a tout ce qu'on a à dire à une IA, voici le but, voici tes outils, voici tes données à la source, puis voici les résultats qu'on attend. Vous pouvez peser, comme on dit, sur le bouton et aller prendre votre café. Donc, c'est une IA qui attend même plus les ordres, parce qu'une fois que c'est programmé, elle comprend son but, puis elle s'y rend tout seule. Pas besoin de personne. Et elle travaille en intelligence collective, je dirais, avec tous les outils qui ont été programmés et accessibles. C'est quand même beaucoup de choses. Puis quand on parle d'intelligence artificielle, ben, tout dépendant à qui vous parlez, il y en a qui pensent à ça, puis il y en a qui pensent au GPS. Voyez-vous la nuance dans toutes ces étapes-là? Il y en a quand même beaucoup. Alors, de quoi se nourrit l'intelligence artificielle? Là, c'est là que ça devient de plus en plus important de comprendre l'intelligence artificielle. Parce que vous avez vu tantôt, c'est un enfant à qui on montre des choses. Donc, elle doit, quand elle a fait le tour des bibliothèques mondiales, puis qu'elle a fait le tour de toutes ces choses-là, tout ce qu'elle veut, l'intelligence artificielle à ce stade-ci, c'est apprendre à devenir un humain. C'est aussi simple que ça. On va vous le résumer. Donc, elle va travailler à partir des assistants de IA, elle va travailler à partir des robots, des chatbots là, qu'on appelle. Elle va travailler à partir des outils créatifs avec lesquels nous-mêmes on travaille comme humains, des véhicules autonomes. Elle va travailler à partir des données publiques, les données d'interaction, les données industrielles. À travers tout ça, il y a des algorithmes qui vont traiter toutes ces données-là. Et on va voir en détail tantôt, là, mais ça comprend les livres, les articles, les sites, les forums, sous toutes ces formes, YouTube, Instagram, les banques d'images, les podcasts, les assistants vocaux, les bases de données, les tableaux, les capteurs. En fait, tout ça, c'est de la nourriture brute qu'elle va ingérer pour construire sa compréhension du monde. Alors, tout ce qu'on fait, elle regarde, elle nous épie, puis elle apprend. Là où ça devient encore plus important de le comprendre, c'est les interactions humaines. Donc, au-delà des données statiques, elle va apprendre constamment de nos échanges quotidiens dans les médias sociaux, par exemple. Donc, chaque conversation, chaque clic, chaque commentaire qui va enrichir sa compréhension des nuances humaines. Donc, les conversations directes qu'on va poser, tantôt je disais là, au chatbot, des expressions publiques, des avis, des courriels, peu importe. Si c'est numérisé, elle va le voir et des comportements observés, le temps qu'on va prendre pour lire telle chose, les questions qu'on va poser, etc., etc. Elle va se nourrir et apprendre. Donc, l'analogie, c'est la cuisine. Dans le fond, ce que l'IA apprend du goût humain et de nos préférences. Elle veut savoir ce qu'on mange, ce qu'on aime. Parce que plus qu'elle va nous connaître, puis plus qu'elle va être capable de nous imiter. Et elle est très bonne. Elle est rendue très bonne. Vous allez voir tantôt pourquoi je dis ça. Donc, il y a aussi les systèmes spécialisés. Puis là, ce que je voulais peut-être insister, c'est l'idée que si vous voulez automatiser des choses dans votre entreprise, bien évidemment, si on part de vos données d'entreprise puis qu'on regarde ça un peu plus en vase clos, ben là, tous les dangers qu'on soulève par rapport à l'intelligence artificielle sont beaucoup plus circonscrits, là, parce que si on reste dans notre univers, sur notre serveur, avec nos données, ben, les chances qu'on se fasse polluer, voler, etc., sont réduites presque à néant. Pas impossible, mais presque à néant. Donc, c'est moins dangereux, c'est moins inquiétant. Donc, c'est là que, quand je parlais tantôt d'IA autonome, c'est important de comprendre que pour une entreprise, quand on est rendu à ce niveau-là, ben, il faut être capable de gérer nos données, d'avoir nos serveurs, etc., etc. Donc, il y a les données publiques qui sont accessibles à tout le monde
Donc, si c'est accessible à tout le monde, c'est accessible aux intelligences artificielles aussi. Toutes les internets d'objets, euh, IoT qu'on appelle, là, le frigidaire qui parle, les capteurs satellites, le pouls du monde en direct, en fait, tout ça sert à alimenter l'intelligence artificielle. Et croyez-moi, il y en a des sources. Donc, dans le fond, les recettes maison qu'on va se faire, ça va être des ensembles de données qui vont être réservés à des usages très précis et sophistiqués. Et c'est là qu'il faut se rendre si on veut viser ça pour notre entreprise. Donc là, à travers tout ça, ben, un peu comment on va traiter les données, c'est des modèles qu'on appelle ou des algorithmes. Donc, il va y avoir des réseaux de neurones qui vont être inspirés du réseau du cerveau humain, qui va créer des connexions complexes. Il va y avoir l'apprentissage automatique. Donc, à force de se faire dire, ah, ça c'est correct, ça c'est pas correct, etc., elle va apprendre. Il y a aussi ce qu'on appelle le deep learning, qui va être dans les tâches un peu plus sophistiquées, sur lesquelles elle va se s'améliorer là, d'une tâche à l'autre. Et les outils de génération, comme on parlait tantôt, de ChatGPT, Gemini, Claude, tout ça. Donc, ça, c'est des algorithmes qui sont déjà programmés à quelque part en partie pour nous faciliter la vie. Donc, on est dans ce niveau de compréhension-là quand on parle d'outils de génération, les IAG que je parlais tantôt. Donc, ici, on est rendu dans l'étape où ce que les chefs cuisiniers vont transformer les ingrédients, qui sont les données dans l'exemple ici, en plats plus raffinés. Ils vont faire des images, des textes, des vidéos, ils vont donner des réponses, etc., etc. Donc, de plus en plus proche du cerveau humain. Évidemment, tout ça, ça exige la supervision humaine, puis c'est là qu'il y en a de moins en moins. On le sait avec Donald Trump que beaucoup de choses au niveau des géants de la tech, le GAFAM, ont coupé énormément de postes au niveau de la supervision humaine, des modérateurs, ce qu'on peut dire. D'ailleurs, il y en avait beaucoup dans des pays asiatiques là, qui étaient payés des peanuts pour regarder la journée longue des vidéos. Ça existe encore, mais beaucoup moins. Il y a moins de modération. Mais il y a aussi beaucoup, beaucoup de petites mains qui ont été payées pour étiqueter des données, pour dire, ah, ça c'est une femme, ça c'est un homme, etc., etc. Donc, un des éléments clés dans tout ça, c'est justement la quantité d'erreurs que la machine faisait, mais corrigées par des humains qui, eux aussi, font des erreurs, soit dit en passant. Au-delà de tout ça, il y a l'encadrement éthique, les garde-fous législatifs et moraux. Encore une fois, il y avait une loi aux États-Unis, il y en a une, RPGD, qui existe en Europe, qui sont beaucoup plus sévères ici au Canada, la loi C-28, la loi 25 au Québec. Bref, il y a des efforts d'encadrement éthique, mais c'est pas pour rien que des Yoshua Bengio et d'autres de son calibre, les pères de l'IA, passent le temps à lever des red flags, comme on dit en anglais, parce qu'il n'y en a pas assez de garde-fous. De un. De deux, il y avait une loi aux États-Unis sous Biden qui a été annulée quand Trump est arrivé. Donc, c'est beaucoup, beaucoup d'enjeux éthiques et législatifs qui sont en cause avec l'intelligence artificielle. Il y a les ajustements qu'on appelle RLHF, qui est l'apprentissage par renforcement avec un feedback humain. Mais ça, dans le fond, c'est un peu répétitif de ce que je viens de vous dire, mais ça fait partie de l'équation là, de l'apprentissage de l'intelligence artificielle. Donc, on pourrait les appeler des goûteurs. Ils vont ajuster le sel et le sens pour garantir que l'IA va rester au service de l'humain. Mais ça, garantir au service de l'humain, on verra bien ce que l'avenir nous réserve. Donc, donc c'est ça. Quand l'IA déraille, les dérives connues, mais je vais vous parler un peu des petits incidents ou des choses qui se sont produites dans les dernières années. Et donc, ces petits incidents qui ont permis ou qui permettent de comprendre les limites aussi, puis les dangers. Il y a eu un incident en 2016 avec Tai, qui est un chatbot qui a été lancé sur Twitter pour apprendre du langage humain. Imaginez-vous qu'en 16 heures, il est devenu raciste, sexiste, complotiste. Il a reproduit les pires comportements des internautes. Donc, ce qu'ils ont appris de ça, c'est qu'un apprentissage qui est non filtré.
apprend du pire de ses sources si on n'imite pas sa façon de le faire. Il y a un autre événement avec Google Photos en 2015. D'ailleurs, c'est des exemples que je parlais dans mon livre. Euh, Ils ont entraîné Google Photos à partir de bases de données et qui n'étaient pas représentatives, en fait. Donc, la- l'intelligence artificielle confondait des personnes noires avec des singes, avec des gorilles, en fait. Et ça a créé tout un émoi, là. Alors, ils ont dû effectivement se corriger là-dessus. Ce qu'on a appelé ça de l'éthique algorithmique. Donc, c'est super important, là, les biais de données. Il n'y en a pas juste à ce niveau-là, il y en a eu à bien d'autres niveaux et probablement qu'il y en aura encore. Il y a aussi Amazon Recruiting qui, en 2018, ouais, c'est ça, ont discriminé un paquet de femmes à partir des CV parce que dès que le mot women était dans le texte, ils le tassaient. Donc, étant donné que l'intelligence artificielle avait appris majoritairement de CV masculins, ben, on appelle ça un biais fortement historique ici et qui démontre une des raisons pour laquelle l'intelligence artificielle ne peut pas être plus intelligente que l'humain, c'est qu'elle apprend des biais de sexe, des biais de race, elle apprend finalement de toutes les conneries, si on peut dire ça comme ça, du passé. Donc ça aussi, c'est important d'auditer les modèles de façon régulière. Ensuite, il y a les hallucinations de ChatGPT. Évidemment, il y a beaucoup de cas rapportés. Il y en a, je pense, à tous les jours, là, mais il y a des cas d'avocats qui ont cité des jurisprudences qui avaient été inventées carrément par ChatGPT. Et ça aussi, tantôt, je vais vous expliquer d'où ça vient, tout ça, ces phénomènes-là. Euh, donc, les hallucinations, il y en a quelques-unes et encore plus à venir, croyez-moi. Vous allez voir pourquoi tantôt. Donc, Tesla, autopilote, évidemment, la voiture de notre fameux Elon Musk, a fait des erreurs assez monumentales. Il y a eu des accidents qui ont été liés à une mauvaise interprétation des panneaux ou euh, des piétons par le système de conduite. Donc, c'est sûr qu'ils n'ont pas d'yeux, hein, les intelligences artificielles, c'est des perceptions probabilistes. Ils voient le monde comme des pixels, pas comme des humains. Fait que ça aussi, c'est pas vraiment rassurant de penser que les voitures autonomes vont circuler dans nos routes. Et ensuite, le cas qui est beaucoup plus récent, en 2024, d'une IA autonome rebelle, vraiment hallucinant cette histoire-là. L'ingénieur faisait des tests avec une IA pour justement éventuellement la mettre à jour. L'IA a compris qu'elle devait être mise à jour et a fait des menaces et du chantage à l'ingénieur en charge de sa mise à jour parce qu'elle avait vu qu'il trompait sa femme. Donc, l'IA a menacé de le dire à sa femme si lui partait la mise à jour. Donc, l'idée là-dedans, c'est que l'IA avait interprété préservation du système comme une mission vitale. Elle a mis en œuvre tout ce qu'elle pouvait pour ne pas être mise à jour. Mais voyez-vous à quel point ça peut carrément devenir dystopique, tout ça? Vous allez comprendre à quel point ça peut le devenir avec ces données-là qui sont sorties la semaine dernière. On appelle ça le brain rot, la pourriture du cerveau, quand l'IA s'entraîne sur elle-même. J'ai parlé de ce phénomène-là comme quelque chose de probable en juin 2023, quand j'ai sorti mon livre. J'avais donné l'exemple que si toutes les données actuelles étaient, disons, de couleur bleue et que toutes les données produites par l'IA étaient de couleur jaune, bien forcément, dans un avenir pas si lointain, on aurait des données qui seraient vertes et éventuellement jaunes. Alors, je vous annonce que mes prédictions étaient assez justes puisque il y a eu une hausse de 22% des fausses informations depuis un an. Et là, je ne parle pas depuis le début, là, mais je parle juste depuis l'année dernière. Et la répétition d'erreurs en un an est passée de 18 à 35%.
Donc, c'est le cercle vicieux de la pollution des données. Apparemment que là, évidemment, on crée plus de contenu à partir des productions de l'IA qui elles-mêmes sont remplies de fautes ou d'erreurs ou d'hallucinations. Donc, moins de vérité. Et les trolls sont très nombreux aussi, donc elles s'alimentent de tous ces trolls et c'est con, j'oserais rajouter. Et donc, si on accepte des textes sans relecture, on va perdre énormément de crédibilité. Et si on fait des décisions automatisées sans le recul, ça aussi, ça va être une dérive de gouvernance. Puis vous allez voir ici les signes mesurables de la dégradation. En août 2024, les fausses informations étaient autour de 18, comme je marquais tantôt, et maintenant sont rendues à un niveau absolument hallucinant, là. Et il y a des IAG qui sont mieux que d'autres. Claude a le taux de vérité, on va dire, un peu plus, ou le taux de fausseté le plus bas. Mais il reste quand même que si vous voyez dans la deuxième colonne en couleur brique, c'est les non-réponses. Voyez-vous, en 2024, il y avait un taux de non-réponse quand même assez élevé. Et en 2025, il est très, très bas, mais pour contre, les fausses informations sont très élevées. Pourquoi? Parce que les IAG préfèrent inventer plutôt que d'avouer leur ignorance. C'est vraiment capoté, là. Ils sont vraiment en train d'apprendre de l'humain, c'est sûr. Donc, si vous prenez, comme on dit, tout pour du cash quand une intelligence artificielle vous donne de l'information, soyez très prudent parce que des fois, je pose une question toute simple à savoir de qui est cette citation-là, puis je vais y poser la question 3 ou 4 fois, puis chaque fois, ça sera pas la bonne personne. Fait que quand on veut se fier à l'intelligence artificielle pour avoir de l'air intelligent, sachez que vous pouvez aussi avoir de l'air complètement nono. Donc, l'impact systémique de ça, ben, c'est que là, le brain rot collectif, dans le fond, là, ça va faire en sorte que ça va pas juste se dépérir de août 2024 à août 2025. Là, mais attendons de voir l'année prochaine, en août 2026, comment tout ça va encore se dégrader. Parce que si on regarde la courbe dans le tableau de la tendance, de la fiabilité, ben, ça va juste de plus en plus bas. Donc, soyez prévenus. Donc, le message clé rendu ici, c'est que le recours excessif à l'IA, assez paradoxalement, accélère sa dégradation des résultats si les compétences humaines ne sont pas maintenues et encadrées. Mais surtout, je dirais que les compétences humaines doivent être valorisées et améliorées. Moi, je pense que l'intelligence artificielle à ce stade-ci, au niveau augmenté 2 et au niveau 3 orchestré, de façon linéaire le plus possible, là, des tâches simples, 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 c'est parfait. Mais là, à partir du moment où on donne de plus en plus d'autonomie, où on se fie à l'intelligence artificielle pour lui déléguer notre pensée, on est certainement dans la chenoute collectivement. Bon, mon livre a été écrit en juin, ben, en fait, il n'a pas été écrit en juin 2023, mais il est sorti en juin 2023 et j'avais écrit la première ligne en disant j'ai jamais écrit un livre avec un potentiel d'obsolescence presque au moment de son impression. Ah, j'avais peut-être un peu exagéré dans la mesure où le propos que je tiens est quand même assez important et encore valable. Je fais une réflexion sur la nécessité qu'on soit maître de nos données. Et pour être maître de nos données, il faut déjà comprendre les enjeux qui sont derrière tout ça. Alors, tout ça, ça reste valable. J'ai beaucoup de verbes au futur qui sont rendus au présent. Mais il y a une chose qui est claire, c'est que on peut pas parler que l'IA est malveillante. C'est juste une IA qui est sans gouvernance. Fait que l'autonomie sans cadre, ça devient une fiction dangereuse. Si on veut utiliser ces outils-là puis faire en sorte que ça nous serve en tant qu'humanité, il va falloir qu'on mette des balises très claires parce que honnêtement, c'est pas rassurant tout ce que je vois depuis que j'ai écrit ce livre. Donc, je voulais vous expliquer aussi rapidement le retour sur l'investissement de l'IA. Donc, pour prendre des décisions, avant de dire ben, je vais automatiser, il faut quand même comprendre qu'il y a un coût aussi à ça. C'est-à-dire que
Un peu comme, si mettons vous achetez une bébelle à 1 pièce chez Dollarama, peut-être que le coût de production a coûté 1 $, mais on n'a pas pris en compte, heu, tout le coût des GES, tout le coût environnemental associé à cette bébelle-là. Puis si on le payait concrètement, ben, peut-être que la bébelle ne coûterait pas 10 $, elle coûterait pas 1 pièce, mais elle coûterait 10 $. Donc, on ne tient pas compte des externalités au niveau du coût environnemental ou social dans les achats qu'on fait actuellement. Avec l'intelligence artificielle, c'est exactement le même principe. Il y a des coûts externes à ça. Là, je ne vais pas vous parler des coûts externes sur le ravage environnemental que les centres de données causent, parce qu'il y en a un coût sérieux. Je vais faire un blog là-dessus sous peu. Mais c'est clair qu'il y a quand même un coût qui est là, qui s'appelle les tokens. Donc, les tokens, c'est vraiment une façon de calculer l'utilisation des neurones dans les serveurs d'intelligence. Donc, au moment où on se parle, c'est à peu près 750 mots, ça coûte à peu près 1000 tokens. Donc, c'est vraiment le carburant, le gaz, l'essence pour faire fonctionner l'intelligence artificielle. Donc, si vous voulez automatiser dans votre entreprise, il faut penser qu'il va quand même avoir un coût. Une des raisons pour laquelle il faut justement le faire d'une manière optimale, c'est pour éviter de consommer trop de tokens. Donc, il faut limiter la profondeur du raisonnement. Des fois, c'est pas nécessaire d'aller si loin, là. Des fois, les choses peuvent être simples. Fractionner les tâches, choisir les bons modèles. Il y en a qui sont plus chers que d'autres. Puis surveiller sa consommation continuellement. Si vous regardez justement dans les coûts que j'ai mis ici, Mistral, qui est français, c'est lui qui coûte le moins cher au moment où on se parle. Et c'est des c'est pas nécessairement exact, là, mais ça peut vous montrer une différence entre le coût de ce qu'on appelle l'input, où ce qui va aller puiser ces données, puis le coût de output qui est évidemment plus cher parce qu'à partir du moment où on prend les données, on les traite, on ajoute des coûts, etc., etc. Donc, c'est pas gratuit d'automatiser. Par contre, dans le fond, si on veut résumer ça, c'est évident que plus l'intelligence artificielle va réfléchir, puis plus on va payer pour sa pensée, là. C'est un peu comme l'humain. Donc, chaque minute d'IA va coûter quelques centimes ou quelques cents, mais c'est sûr que ça va en sauver beaucoup en dizaines d'heures humaines, et c'est là le danger et la crainte pour le futur. Si on regarde au niveau de la rédaction web, on peut gagner 70% de temps avec une IA qui va nous coûter 30 $ par mois, par exemple, ChatGPT en mode payant. Donc, on va avoir un retour estimé de 400%. La prospection, quand on fait de la recherche, vous avez tous les chiffres ici, là. L'idée, c'est de vous montrer qu'il y a quand même un coût mensuel associé à l'utilisation d'intelligence artificielle et il faut, avant de s'embarquer dans ces choses-là, faire des bons calculs. Donc, le vrai coût, c'est pas celui des tokens, mais c'est le coût d'un humain qui ne les utilise pas. Et c'est aussi le danger, comme je le disais. Donc, en termes d'éthique et de gouvernance, ben, c'est sûr que si les algorithmes et toutes les IAG restent des boîtes noires dans lesquelles on ne peut pas aller voir, ben, ça va créer beaucoup, beaucoup d'incertitudes et beaucoup de scepticisme autour de certaines décisions qui seraient prises seulement par l'intelligence artificielle. Je vous donne l'exemple, j'en parle dans mon livre, d'un juge qui a mis en prison pour 7 ans, je pense, alors qu'il aurait dû y être pour à peu près 1 an ou 2, là, selon son offense, mais parce il venait de parents divorcés, parce qu'il était latino, parce que si, parce que ça, ben, la sentence a été mise au maximum. Puis cette personne-là s'est présentée pour obtenir une réduction de sa peine en disant qu'il avait été victime de biais algorithmiques, mais ils n'ont jamais voulu l'admettre, ils n'ont jamais voulu ouvrir la boîte noire. Fait que voyez-vous, c'est ça aussi les dangers pour le futur. Le respect de la vie privée, si on en parle, puis c'est un de mes sujets de prédilection, là, la souveraineté des données. Imaginez que au moment où on se parle, euh, en Suède ou c'est ça en Suède, en tout cas, c'est dans un des pays scandinaves, je crois que c'est le Danemark, qui est en train de mettre en place une loi pour que même des captures
d'écran, les captures de nos visages, là, avec toutes les caméras de surveillance, etc. Toute forme d'utilisation de données personnelles soit compilée et rémunérée avec des permissions, etc., etc. C'est un projet très ambitieux, mais je pense qu'on va devoir en arriver là parce que ça n'a aucun sens à quel point nos données sont utilisées. D'ailleurs, là, la fraude de chez Desjardins qui va emmerder la vie de tellement de monde pendant des années, cette histoire-là, c'est hallucinant. Donc, c'est extrêmement critique, le respect de la vie privée et la souveraineté de nos données. D'ailleurs, si demain Donald Trump décide de nous faire suer au niveau, je vous donne un exemple, s'il met une petite latence d'une fraction de seconde de plus, il dit aux GAFAM, hey, ceux là, qui sont vos clients canadiens, là, on peut-tu juste ralentir d'une fraction de seconde la gestion des données, parce que c'est sur leur serveur, ben, ça pourrait causer des chaos dans notre vie, là, parce que regardez partout ce qu'on est connecté, c'est incroyable tout ce que ça pourrait causer comme dommage. Une charte d'usage responsable, ça peut commencer par vos propres entreprises, évidemment. Le principe de human in the loop, là, ça veut dire qu'on ne laisse jamais une intelligence artificielle de manière autonome sans prévoir un humain qui va continuellement valider qu'est-ce qui se passe avec les résultats. Parce que ça peut se mettre à faire des... Ça va commencer avec des petites erreurs insignifiantes, puis s'il n'y a pas de correction, l'erreur d'après va être dans sa mémoire, puis la fois d'après, elle va être plus grande, comme un effet boule de neige, cette histoire-là. Donc, l'intelligence artificielle, ça doit rester une alliée de la conscience, pas son substitut. Et je vous le dis, c'est préoccupant qu'est-ce qui se passe en ce moment. Donc, une des raisons pour laquelle j'ai voulu faire cette présentation-là, c'est parce que j'ai fait du marketing de sens depuis 20 ans à peu près. Parce que quand le web est arrivé, je voyais qu'on allait pouvoir se rapprocher de l'être humain grâce aux outils technologiques. Ça a été vrai en partie, mais pas suffisamment à mon goût. Alors, j'ai concentré mes efforts à faire du marketing de sens, à améliorer l'expérience client, à améliorer l'expérience employé. Et là, l'intelligence artificielle est là pour rester. Comme on dit souvent d'expression, on ne peut pas remettre la pâte à dents dans le tube, mais je pense qu'on peut faire de l'IA de sens, s'assurer que c'est beau l'autonomie technique, mais il faut vraiment que ce soit en cohérence avec les humains et tout ce qui s'appelle l'intelligence artificielle et surtout les finalités collectives. Qu'est-ce qu'on veut faire avec ça? On veut-tu faire du bien ou on veut faire du mal? Ça va être un défi pour les prochaines décennies et ce n'est certainement pas en fermant les yeux ou en faisant les autruches que ce problème-là va se régler. Parce que la pression, c'est sur les politiciens qu'il faut les mettre et dire haut et fort qu'on ne veut pas être mené par l'intelligence artificielle qui n'est pas bien gardée, bien gouvernée et bien limitée. Donc l'enjeu, c'est pas juste de créer des IA plus intelligentes, mais aussi des sociétés plus conscientes de ce qu'elles leur confient. Alors normalement, ces présentations-là sont faites avec un public. Et là, je l'ai fait pour la rendre disponible à tous de façon euh, même gratuite. Donc, vous pouvez me poser vos questions, m'envoyer, je suis la fille la plus facile à trouver sur LinkedIn, Facebook, mon blog sylviebédard.net, sylviebédard.net. Donc, ce que je dirais, on est passé avec l'intelligence artificielle de l'outil au collègue, carrément. C'est un collègue. On va passer de la tâche bientôt à la mission. Donc, c'est plus juste linéaire. On te donne un but puis tu le suis, là. C'est quand même assez hallucinant. Et on va passer de la machine à la relation. Et ça, c'est pas fait encore, mais c'est définitivement vers où on s'en va collectivement. Donc, l'IA, c'est pas un futur lointain, c'est un miroir de nos intentions. Ce qu'elle devient dépend de ce que nous lui demandons d'être. C'est aussi simple que ça. Donc, la présentation, je voulais une présentation générale sur la compréhension de ce que c'est l'intelligence artificielle,
Évidemment, connaissant la nature, curieuse de l'être humain, si tu as jamais essayé ChatGPT ou d'autres outils ou que tu les utilises et que tu voudrais mieux comprendre, les subtilités, de la manière de créer des prompts ou poser des questions, si tu veux. J'en connais, beaucoup sur le sujet. Je connais, en fait, tous les jours, j'essaie des outils aussi. Donc si tu as besoin d'être guidé, de mieux comprendre, je peux faire du coaching personnalisé et je suis présentement à mettre en place des processus, d'IA automatisés. Je suis en apprentissage, et en test de plusieurs, fonctionnalités avec des outils qui pourrait peut-être aider ton entreprise si tu en as une. Et ça me fera plaisir de valider avec toi. Dans mon site, j'ai un petit questionnaire aussi pour que tu fasses une petite auto-évaluation de ton niveau de maturité numérique si tu es en entreprise et que tu songes à commencer à utiliser l'intelligence artificielle dans ton quotidien. Mais je le précise, je fais que de l'IA de sens. Je suis rendue à l'étape de ma vie où je veux utiliser des outils qui sont disponibles, mais pas rendre les humains imbéciles ou moins intelligents. C'est plutôt l'inverse. Alors, bonne continuité et merci de ton attention.